Philippe K. Dick est très possiblement le plus grand génie littéraire de la science-fiction, au moins en Occident, au moins au 20e siècle. Ses œuvres sont hyper créatives, hyper géniales, absolument désespérantes, particulièrement si vous en lisez plusieurs. Vous voyez la profondeur tragique, existentielle de cette œuvre-là. Il y a des dimensions philosophiques, il y a des dimensions politiques, il y a des dimensions mystico-spirituelles. Plusieurs ont tenté, parfois avec un assez grand succès, d'adapter ses œuvres, mais il y a une adaptation en particulier qui m'a surpris, une adaptation dont j'avais jamais entendu parler avant il y a pas longtemps. Ce film-là, c'est Morning Patrol de 1987. À beaucoup de points de vue, c'est l'adaptation de Philippe K. Dick la plus lointaine qui est possible d'imaginer, mais en même temps, c'est l'expérience dickienne la plus pure qu'on peut avoir. Il y a quelque chose de presque transcendentalement philippkodien dans ce film-là. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là vers la fin de la vidéo, mais avant tout, qu'est-ce que ça raconte? On est dans un futur post-apocalyptique, une apocalypse qui est jamais clairement expliquée, d'autant plus que comme on l'apprend en cours de route, tout le monde a oublié ce qui s'est passé. Les gens ne se rappellent plus qui ils sont, d'où ils viennent. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des morts partout, que les gens sont contaminés par une maladie absolument atroce qui les tue l'un après l'autre, qu'il y a des hordes de maraudeurs qui patrouillent la ville et que par-dessus ce Sunday d'épouvante cosmique existentielle, il y a les terribles escadrons de la mort de l'État qui subsiste. C'est les fameux Morning Patrol, la patrouille du matin. Et dans cet univers cauchemardesque, il y a une femme qui se promène. Puis au début, dans un territoire vaguement stalker, en fait, le film fait très penser à Stalker, et on la voit tuer de sang-froid le survivant qu'elle rencontre à un moment donné parce qu'elle veut voler le maigre butin dans sa bagnole. Mais un coup qu'elle arrive en ville, notre survivante, c'est ça, elle se réfugie dans un cinéma où les films continuent d'être projetés, où il y a quelques spectateurs, généralement des maraudeurs, qui sont aussi en train de regarder les films. Elle se promène dans les centres d'achat à la Dawn of the Dead. Elle va se réfugier dans les maisons hyper cossues où elle va voler les victuailles. Puis l'électricité fonctionne encore, la télévision fonctionne encore, mais clairement, il s'est passé une catastrophe absolument épouvantable. Le grand revirement, c'est que notre héroïne, elle va faire la rencontre d'un des escadrons de la mort, un membre de l'escadron de la mort. Puis ils vont décider de fuir la ville. Puis fuir la ville, c'est la mort à peu près garantie. Ils n'ont aucune chance. Ils ont les maraudeurs à leur trousse, ils ont la maladie qui sont en train de les décomposer vivants, ils ont la terrible patrouille matinale. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à fuir la ville? Est-ce que c'est la fin de l'univers, la fin de la civilisation? Une seule manière de le savoir, encore une fois, comme toujours, c'est d'écouter Morning Patrol. J'ai été agréablement surpris par ce film-là. Je l'avais anticipé, je l'avais écouté un petit peu à reculons. Et j'anticipais une expérience très lourde et glauque. J'avais peur aussi que l'adaptation de Philippe K. Dick soit assez lointaine. C'est le cas, mais comme je vais vous dire tantôt, je pense quand même que ça marche très bien. Puis, sans plus tarder, les qualités du film, puis pourquoi tout ça fonctionne. Avant tout, j'ai un peu évoqué, je crois, Stalker dans la description, puis c'est une référence qu'on entend très souvent. Il y a beaucoup de films qui sont comparés à Stalker, souvent des films soviétiques, puis c'est rarement le cas. Je trouve que généralement, les comparaisons sont plutôt tirées par les cheveux, mais ici, ça m'a vraiment fait penser à Stalker, en particulier à cause de cette atmosphère de lent, de dévasté qu'on a au début, puis qui est extrêmement atmosphérique. Cela jumelé à une facture visuelle extrêmement léchée et extrêmement riche. Visuellement, le film est super beau. On n'est peut-être pas au niveau de finesse de Tarkovsky, mais il y a de la place pour un Rembrandt puis pour un, je sais pas moi, pour un Renoir là, dans la peinture. Là. C'est correct. Donc, ici, l'atmosphère et le mystère, le sentiment d'oppression, le climat de cette ville dévastée,
Tout ça mis ensemble, dès le début, donne donc, contribue à ce climat stalkerien. Donc, si vous aimez Stalker de Tarkovsky, vous cherchez quelque chose qui ressemble à ça, vous l'avez là-dedans. Néanmoins, ça demeure une œuvre d'un auteur, une œuvre qui a sa propre sensibilité. Monsieur Nicolas Hedis a quand même fait pas mal de films. Son plus connu, c'est Singapore Sling. Je ne l'ai pas vu. Généralement, c'est toujours des genres d'histoires comme ça. C'est toujours glauque, existentiel, avec des trucs hyper extrêmes, nécrophilie, ce genre d'affaires-là. Excusez, mais c'est ça que c'est, là. Généralement, il y a beaucoup d'affaires glauques comme ça. Mais basé sur ce film-là, certainement, ça ne m'est pas apparu comme quelqu'un qui essaye de faire de la provocation juste pour faire de la provocation. Quelque chose qu'on voit très souvent. Il y a un climat qui s'est établi, il y a une expérience dans le film, une sorte de profondeur, je dirais pas spirituelle, mais psychologique comme dans Psychologie des profondeurs en vérité. Là. Je vais peut-être en reparler tantôt parce que, on parle assez souvent de Carl Jung sur la chaîne, puis il y a un élément qui m'a peut-être paru toucher à ces zones archétypales dans le film. Ceci dit, comme je mentionnais, ça prend environ 40 minutes pour qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. Puis ici, c'est très, très, très efficace. Là, on est en haleine en quelque part. En haleine pour un film d'auteur hyper lent, là, existentiel, glauque. Ce type de en haleine-là, là, c'est pas un film de Jeanne de Bon, là, mais ce mystère-là m'a tenu en haleine. Puis quand finalement, après 40 minutes, on finit par comprendre que c'est normal qu'on ne sache pas c'est qui cette femme-là parce qu'elle non plus le sait pas, puis personne ne le sait dans la ville. C'est très efficace. Puis je rajoute à ça au niveau atmosphérique et au niveau auteur aussi, à tout ce côté-là, que le film regorge de dialogues, de dialogues métanarratifs essentiellement, comme avec les films qui sont projetés dans les cinémas, des films de Fred Astaire, des films avec Frank Sinatra, ce genre de trucs-là, des films vraiment là, de l'âge d'or de Hollywood. Puis à ça s'ajoutent les films qui jouent à la télévision, puis où on sent toujours une sorte de dialogue souterrain, encore une fois, là, un dialogue poétique en quelque part entre les situations qu'on voit à l'écran et les situations que vivent nos personnages, mais c'est très diffus, là, c'est subtil la manière que c'est fait. C'est plutôt le rapprochement de type surréaliste que le type didactique lourd avec une maillotche sur la tête. Là. Puis où intervient Philippe K. Dick dans le film? Ben, il intervient à de très, très, très longs moments parce que notre narratrice, notre personnage principal, la femme donc, elle a un monologue intérieur. Puis en vérité, son monologue intérieur, c'est Philippe K. Dick. Philippe K. Dick et 2 ou 3 autres auteurs. Il y a Raymond Chandler de Big Sleep, il y a aussi Daphné du Maurier, je ne suis pas certain quel roman a été cité, mais ce qui est certain, c'est que une grosse partie du film, la durée du film, est remplie par ce monologue intérieur qui est très efficace finalement, puis qui est en bonne partie des passages de Philippe K. Dick, au moins dans certains cas, que vous allez reconnaître. Il y a un passage de Blade Runner que c'est certain que c'est Blade Runner, on ne va pas se tromper. Là. C'est pratiquement, je ne me rappelle pas exactement, je ne l'ai pas noté, là, mais c'est du niveau de le monologue de Rutger Hauer à la fin du film. Là. L'effet que ça produit est assez particulier parce que clairement, par exemple, notre héroïne, elle n'a pas visité les lunes de Ganymède. Là. C'est pas ça dans le film, vous voyez ce que je veux dire. Là. Puis il y a une distance entre le monologue intérieur et ce qu'il est en train de vivre. Y a-t-il une évocation de maladie mentale? On pourrait se poser la question, de folie ou quelque chose comme ça. Ça établit vraiment un ton qui est très efficace. Puis ultimement, c'est ça, c'est un film qui fonctionne énormément à cause du ton qu'il établit. Là. C'est ça, un peu comme Stalker. Puis aussi qu'il y a une méditation, puis une forme de message. Puis quel est ce message? C'est ça. Disons que c'est une sorte de portrait du désespoir existentiel.
et avec une fin semi-ouverte. Là, je vous vends pas de punch, c'est pas un divulgachi, là, mais c'est un peu étonnant comment ça finit, quoique c'est très logique, et c'est tout à fait dans le ton. Puis, bon, ça va m'amener au troisième aspect du film, qui est le côté jungien, si on veut. Puis, je vais faire le rapprochement avec Philippe K. Dick, puis la qualité Philippe K. Dick du film. Il y a quelque chose qui est absolument sidérant dans ce film-là, c'est le personnage de cette femme-là, qui est captivant, mais qui est presque terrifiant, parce qu'il y a presque un côté Henri, portrait d'un tueur, là, dans ce personnage-là. Si vous voyez le film auquel je pense, vous connaissez probablement le film assez intense de tueur en série là, des années 80, où on suit donc Henri, là, le tueur en série là, du titre. C'est vraiment le portrait d'un tueur. Puis cette femme-là, c'est difficile d'exprimer sans voir le film. C'est difficile d'exprimer verbalement la mince ligne que le film arrive à tracer. Là. Parce que ce personnage-là de la femme, il est en quelque part sympathique, il est en quelque part attachant, si on veut. Là, ce n'est pas un personnage sociopathe. Et c'est un personnage qui a des émotions, qui a une profondeur. On entend son monologue, j'en ai parlé tantôt. Mais en même temps, comme j'ai dit, à peu près la première chose qu'on voit ce personnage-là faire, c'est tuer quelqu'un. Tuer quelqu'un pour l'équivalent d'une boîte de haricots, là. Okay? C'est pour rien, là, pour voler ses ressources à la Mad Max. Puis, plus tard, quand elle a rencontré donc le tueur, là, l'assassin de la patrouille matinale, au début, c'est ça, il lui dit « tu peux t'en aller », etc. Mais elle insiste pour rester avec lui, puis elle lui demande spécifiquement de le suivre dans ses patrouilles, parce qu'elle lui dit spécifiquement « je veux voir comment tu tues les gens ». Il m'est apparu dans cette relation-là, dans cette dynamique-là, puis dans ce côté meurtrier du personnage, il m'est apparu là qu'il y avait quelque chose, un type de profondeur psychologique où on veut rarement aller plonger. Puis juste pour pas dire n'importe quoi, je suis allé lire tout à l'heure en fait un extrait de Aion de Carl Jung. C'est un chapitre qui s'appelle, je crois, la phénoménologie du soi, où est-ce qu'il parle entre autres de l'ego, la structure de la psyché, donc il parle de l'ego, puis il parle de l'ombre que tout le monde connaît, c'est bien connu, puis après ça il parle du fameux animus anima. Okay. Puis ça, c'est un des aspects qui est moins populaire dans l'œuvre de Jung, parce qu'il dit essentiellement qu'il y a une différence entre les gars et les filles. Déjà, à notre époque, c'est pratiquement le bûcher garanti quand on dit ça sur la place publique. Donc, d'après Jung, il y a une différence psychologique fondamentale entre les hommes et les femmes, mais ça ne s'exprime pas de la manière dont on croirait. Et la principale différence, si on veut, c'est au niveau de comment s'exprime l'inconscient collectif dans leur psyché. Alors, la version courte, c'est que le mâle, à l'intérieur de lui, a ce que Jung appelle l'anima, qui est un archétype féminin, et la femelle de l'espèce, n'est-ce pas? Donc la femme a dans sa psyché un archétype masculin, qui est l'animus. Puis bon, je n'entrerai pas dans plus de détails que ça aujourd'hui, là, parce que on en aurait pour longtemps, puis c'est pas le sujet principal de la vidéo. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que les qualités profondes de la psyché ne sont pas moralement pures. Okay? Il y a de l'horreur, puis de la terreur, puis de ce qui peut paraître comme le mal ou l'énergie de destruction dans la psyché. Il y a toutes ces choses-là, des choses vraiment... Au niveau archétypal, il y a des trucs destructeurs et atroces. Mais il m'est apparu dans cette dynamique entre l'homme et la femme, avec ce gars qui est a priori un assassin pour l'État, mais qui est finalement plutôt sentimental, et cette femme-là qui est
qui est ultimement 1000 fois plus une machine à tuer que ce gars-là, mais pas comme les personnages de style femme badass là, qui sont à la mode présentement. Là. Pas parce qu'elle a une mitrailleuse, là, mais parce que c'est une tueuse. Là. C'est un vaste sujet, là, je ne fais que l'effleurer aujourd'hui, mais il m'est apparu dans cette dynamique-là entre l'homme et la femme que, de facto, le film soulevait des questions troublantes mais profondes sur les aspects certains aspects les plus profonds de la psychologie mâle, puis de la psychologie féminine, puis de la relation entre les deux. Et bien évidemment, je vous invite non seulement à lire Carl Jung, mais à regarder le film pour voir ce que je veux dire par là. Mais il y a quelque chose qui transcende le rationnel là-dedans. Il y a quelque chose qui poétiquement fonctionne, puis c'est au niveau de l'expression de ce thanatos, là, pour parler pompeusement, là, psychique, puis certainement de l'attrait de ce personnage féminin-là, pour cette part-là de l'expérience psychique humaine. Donc, c'est pas rien quand même. Puis en ce qui concerne le côté Philippe K. Dick, puis je finis là-dessus, comme j'ai dit, le film n'est pas du tout une adaptation d'une intrigue de Philippe K. Dick. Mais en même temps, le film est clairsemé tout au long de longs passages de plusieurs minutes, extraits directement de Blade Runner. Puis ça m'a fait penser, ce statut-là, adaptation, pas adaptation, puis cette récupération-là de Philippe K. Dick, ça m'a fait penser d'une part à Blade Runner, le roman, en particulier quand Deckard découvre la station de police jumelle, essentiellement. Il découvre une station de police, puis il l'apprend, il se fait dire que la station de police dans laquelle il travaille depuis des années est en fait une station de répliquants. Toute cette séquence-là, peut-être le meilleur bout du bouquin, là, c'est absolument génial. Mais ce à quoi ça m'a surtout fait penser, c'est à Maître dans le Haut-Château. Parce que vous vous souviendrez, dans le Maître du Haut-Château, que c'est l'histoire où l'Axe a gagné la Deuxième Guerre mondiale, on est aux États-Unis, et les États-Unis sont occupés une moitié par les Japonais, l'autre moitié par les Allemands. Ce qui se produit dans Maître du Haut-Château, c'est qu'on sait qu'il y a un écrivain de science-fiction, quelque part, caché dans les montagnes, qui a écrit un roman de science-fiction où l'Axe a perdu en 1945. Puis quand on lit ça, on se dit « Wow, c'est sûr, ça veut sûrement dire qu'il est en train d'écrire notre réalité. » Mais quand le bouquin est rendu suffisamment loin pour qu'on se rende compte qu'est-ce qui se passe réellement, c'est pas du tout, en fait, notre réalité. C'est l'univers qui est décrit, qu'on croirait qu'il est le nôtre, et très différent de notre vraie réalité. Ce n'est pas notre réalité qui est décrite. Puis un des génies de Philippe K. Dick, justement, c'est de jouer sur ces niveaux de réalité-là, puis de nous montrer à quel point la frontière entre la réalité, puis l'illusion, puis toutes ces choses-là est mince. Puis il le fait, encore une fois, d'une manière qui n'est pas dogmatique, dans le sens où il n'est pas en train de dire nous sommes psychotiques, c'est la folie, c'est l'illusion. C'est plus troublant, encore une fois, que ça. C'est une sorte de fenêtre dimensionnelle ouverte entre ma certitude sur la nature de la réalité puis le mystère rempli de potentiel puis de possibilités incompréhensibles qu'il y a au-delà de cette brèche. Et ce qui me fait dire que c'est la plus dickienne des adaptations, en vérité, c'est que il y a quelque chose dans ce film-là qui est exactement comme le roman. Là. C'est quoi le truc de la sauterelle, le roman dans Maître du Haut-Château? Le poids de la sauterelle de Hawthorne Abenson, qui est notre Philippe K. Dick dans le bouquin. De la même manière que le poids de la sauterelle nous laisse croire qu'il est l'œuvre de Philippe K. Dick, mais c'est pas Philippe K. Dick, que c'est dans notre réalité, mais c'est pas dans notre réalité. Cette question-là, lancinante, cette interrogation qui tombe comme un poids de 16 tonnes pour fracasser la possibilité de nos certitudes, c'est ce que fait ce film-là avec son adaptation,
qui cite l'œuvre, mais qui la détourne, puis qui la trahit, mais qui est en même temps la version la plus pure de l'adaptation que tu peux avoir, parce que c'est clairement les mots de Philippe K. Dick reconnaissables comme tels pendant de grands moments du film. Puis c'est ça, il m'est apparu que cette saveur-là, cette étrangeté-là, le fait que le film sait qu'on sait que c'est Philippe K. Dick, en quelque part, puis joue là-dessus. Ce genre de flou quantique, existentiel, m'est apparu quelque chose qui était profondément Philippe K. Dick, qui m'a encore une fois vraiment fait penser à cette histoire du roman dans Maître Dieu au château. Puis c'est pour cette raison-là qu'à mon avis, c'est vraiment une expérience Philippe K. Dick. L'adaptation la plus pure que je connais, c'est Scanner Darkly. Là, ça, c'est vraiment la totale en termes de Philippe K. Dick. Mais ici, le film est moins fidèle, mais atteint une profondeur que même Scanner Darkly, qui est un chef-d'œuvre total et absolu, et l'adaptation de Philippe K. Dick parfaite, mais une profondeur que même Scanner Darkly sans doute n'atteint pas. Alors pourquoi c'est bon, Morning Patrol? Ça vaut vraiment le détour. Là. Si vous êtes amateur de style existentiel stalker, là, ça vaut vraiment le détour. C'est sur YouTube en version sous-titrée, c'est pas dur à trouver. Puis pourquoi c'est bon? Ben parce que c'est ça, c'est comme un stalker grec mélangé à Blade Runner. Puis